cette bande noire qui s'affiche. Il n'y a pas de bande noire, docteur, et c'est Oui, bien clair. moi, je la vois et ça me gêne. Ça me gêne dans la lecture. C'est pas grave. Donc, les tumeurs, on a dit qu'on va éliminer tout ce qui est kyste fonctionnel, c'est-à-dire le corps jaune, kyste folliculitique, les ovaires polykystiques. C'est surtout la pathologie ovarienne. Il faut savoir que cette pathologie peut arriver à tout âge avec certaines particularités dans les tumeurs épithéliales, les tumeurs germinales ou les tumeurs du stroma et des cordons sexuels. Ce qu'il y a, c'est qu'elles sont très complexes et il y a une grande variété des lésions. Il y a une exposition à certaines complications diverses, c'est-à-dire des hémorragies, quand c'est de grosses tumeurs qui seront donc remaniées au centre par de grosses hémorragies, une torsion lorsque la tumeur est flotte, donc elle va se tordre, elle va se nécroser. La nécrose qui donc accompagne les tumeurs malignes et certaines nécroses ischémiques dans les tumeurs énormes. Il peut y avoir donc un essaimage péritonéal, c'est assez particulier des carcinomes. Et bien sûr, il y a plusieurs classifications, c'est-à-dire la diversité, qui est bien sûr celle qui est abordée, c'est celle de l'OMS et qui se base sur les éléments histogénétiques. Bien sûr, on a dit qu'il y avait avoir 3 grands groupes de tumeurs. Les tumeurs épithéliales, celles du stroma gonadique et du mésenchyme, et les tumeurs germinales. Pour commencer, on va donc parler des tumeurs épithéliales. C'est les plus fréquentes, les plus prédominantes, les mieux donc, connues parce qu'il y a quand même une certaine fréquence et elles sont donc des traitements assez particuliers ou bien sûr assez codifiés qui sont basés sur essentiellement la chimiothérapie et la chirurgie avant ou après selon donc les stades cliniques et selon l'opérabilité des tumeurs. Donc, on a des tumeurs épithéliales communes qui sont donc de loin les plus fréquentes, donc 65% de l'ensemble et plus de 85% sont malignes. Leur classification va reposer sur 4 critères. Comment on va les classer? C'est-à-dire, c'est le type de la cellule qui prolifère, le degré donc, de malignité pour pouvoir la classer en tumeur bénigne, maligne ou borderline, la participation ou non d'un contingent conjonctif à la prolifération épithéliale et bien sûr son mode d'évolution. Dans les tumeurs épithéliales, selon les plus fréquentes, on a les tumeurs séreuses qui de loin les plus fréquentes, les plus connues. Elles sont souvent, beaucoup sont borderline, mais il y a aussi les tumeurs malignes. Et ensuite, les tumeurs mucineuses, les tumeurs de type endométrioïde et les tumeurs de Brenner, avec d'autres formes beaucoup moins fréquentes, mais aussi il y a des formes complexes, c'est-à-dire qui associent 2 ou plus ou 3 contingents dans la même tumeur. Après, pour typer la tumeur, on peut l'appeler complexe, c'est-à-dire il faut toujours quantifier le contingent prédominant. C'est-à-dire que si on a par exemple 5% d'endométrioïde, on considère que la tumeur serait plutôt de type séreuse avec un petit contingent et bien sûr le pronostic va appartenir plus à l'aspect séreux que l'endométrioïde qui est en général de meilleur pronostic. Bien sûr, c'est fondamental et c'est classique et qu'il faut retenir tous les critères de malignité de ces tumeurs épithéliales. C'est la présence donc, dans les tumeurs de zones solides et la nécrose tumorale. Et vous allez voir qu'une tumeur bénigne serait toujours uniloculaire, sans végétation, sans foyer friable à l'intérieur. Si elle est borderline, vous allez voir que c'est plus un aspect solido-kystique avec une prédominance de l'aspect kystique. Mais plus on va vers l'aspect massif plein, plus on va vers la malignité. Donc, les zones solides sont beaucoup plus marquées et prédominantes dans les masses malignes, avec bien sûr la nécrose tumorale qui fait partie des éléments de malignité. L'épithélium, qui peut être pluristratifié, comportant des atypies cytonucléaires de degré variable. Plus on augmente dans le degré, plus la pluristratification augmente, plus on augmente dans le degré de malignité.
Et bien sûr, la présence essentielle d'un foyer d'infiltration, souvent en cordon, en tubule dans les parois kystiques. Donc, on peut avoir une tumeur épithéliale ou borderline avec des foyers beaucoup plus massifs, et c'est-à-dire qui prolifèrent plus, et l'infiltration se situe plutôt dans l'axe de ces papilles, et donc il faut le mentionner. Voici quelques images. Voici un épithélium histologiquement. C'est un petit épithélium cuboïde qui repose sur un tissu fibreux. Regardez cette masse qui est donc généralement fluctuante. Regardez un bout de trompe qu'on voit ici et la surface qui est lisse, externe. Là, la capsule est bien intègre. Et quand on coupe, regardez ce qu'on retrouve, un locule vide. Il n'y a rien en surface, il n'y a rien à l'intérieur. C'est l'aspect typique d'une tumeur séreuse bénigne. C'est un cystadénome séreux bénin. Voici un épithélium tout à fait simple qui repose sur ce chorion fibreux. Voici un autre aspect de tumeur bénigne, mais un autre, si on revient en arrière, si je reviens en arrière, regardez quand on a fait la tranche de section, tout le contenu liquidien est parti. Il est filant, il est vraiment clair, eau de roche ou un peu citrin, mais qui file, il ne peut pas persister. La différence, regardez cette masse qui a toujours les bien encapsulés, finement vascularisé, avec un aspect fluctuant quand on touche, et c'est un peu lourd. Et le contenant de cette masse, c'est un liquide plutôt visqueux. Regardez, il ne part pas, il reste quand même parce qu'il est plus lourd et il est de type mycoïde mucine. Donc, c'est le cystadénome mucineux qui est revêtu d'épithélium et plutôt, regardez, c'est les noyaux qui sont à la base et avec un aspect d'épithélium de type cylindrique et vous avez en surface ce cytoplasme muco-sécrétant ou mycoïde. Voici une autre tumeur qui est un petit peu irrégulière et qu'on voit ici un aspect donc de l'ocule. Regardez le contenu en dessous qui paraît clair et avec des zones un petit peu irrégulières. Lorsqu'on voit donc à l'histologie, regardez l'épithélium qui n'est plus unistratifié. Regardez la pluristratification. On voit très peu d'atypie, mais vous avez des petites boules ou des petites structures papillaires qui sont en surface, alors qu'ici, vous avez le revêtement qui n'a pas dépassé la basale. L'épithélium est conservé et ça prolifère vers la lumière du locule. Ici, vous avez une autre tumeur qui est donc de type borderline avec des locules multiples et qui sont tapissés à l'intérieur par des petites végétations. Et ce sont ces végétations, lorsqu'on les examine à l'histologie, ça, c'est de la paroi des locules et ça prolifère à l'intérieur. Regardez l'épithélium comme il est aminci, à peine pluristratifié et qui émet des petites projections, des petites touffes à l'intérieur de la lumière. Ce sont ces petites touffes qui se détachent. Vous avez quelques atypies avec donc des papilles un peu longues, mais ça ne dépasse pas si vous voulez, le contour ou la basale de cet épithélium. Voilà, de cet épithélium, c'est toujours conservé et tout se passe vers la lumière. Voici un aspect d'un liquide d'acide. Vous avez ici un fond trouble qui est ponctué d'éléments inflammatoires, quelques hématies et peut-être quelques cellules mésothéliales héritées, mais avec des amas qui semblent tridimensionnels, superposés entre eux et qui présentent quelques atypies, qui peut être donc synonyme de malignité ou même lorsqu'il y a exfoliation de végétation sur la paroi de la tumeur en externe, ça peut s'exfolier dans la cavité et même si on a un aspect borderline, on peut avoir quelques amas qui se détachent dans le liquide cytologique. Ici, vous avez plutôt des amas multiples avec une taille très variable. La pluristratification, non, plutôt la superposition
le pléomorphisme qui est modéré à marqué et un fond plutôt un peu irrégulier qui peut faire donc l'aspect d'une ascite tumorale. Voici des aspects macroscopiques de tumeurs plutôt malignes. Regardez, on avait dit que plus l'aspect est massif, solide, plus on est vers la malignité. Ici, vous avez un petit locule qui persiste, mais la majorité de la tranche de section, c'est un aspect plein, avec des aspects variables. Ici, vous avez de la nécrose, un aspect friable, un aspect aussi plein. Ici, il n'y a pratiquement pas de locule, juste ce petit. Et donc, lorsqu'on continue ici, c'est toujours un aspect plein, suspect, donc fortement de malignité. D'autres aspects tumoraux, ici vous avez donc une trompe et lorsqu'on coupe, on a des locules, mais avec des zones irrégulières ici, des mamelonnés et un foyer blanchâtre, blanc-jaunâtre plein qui peut être un foyer carcinomateux intrakystique. Ici, vous avez aussi des zones papillaires avec un locule qui est ici vide, à paroi un peu fibreuse, mais ici, c'est assez plein. Et donc, c'est la tranche de section ici qui est à la recherche d'une éventuelle infiltration. Un autre aspect de locule, multiple, mais avec toujours cette zone blanchâtre suspecte, donc blanche-jaunâtre, ici, friable. Regardez tout ce locule, il est régulier, sauf cette zone blanche-jaunâtre qui est fortement suspecte de malignité. Des zones friables ici, dans un locule vide, mais avec une zone massive tumorale. Ici, voilà, des zones de nécrose et un aspect rosé tumoral. Ici, on a les différents aspects, puisqu'on va dire que la pathologie tumorale maligne, c'est par définition, sa dissémination se fait dans la cavité péritonéale. Et donc, souvent, l'épiplan est infiltré lorsqu'on est devant un tableau de carcinose. On peut avoir une carcinose à gros nodules, donc c'est un seul, ou bien plusieurs nodules, ou bien c'est carrément un aspect massif, si vous voulez, une convergence de tous ces nodules qui vont figer l'épiplan. Ici, c'est un véritable aspect gelé de l'épiplan qui est ratatiné et massivement infiltré par ces nodules confluents qui forment pratiquement une masse unique. Voici à l'histologie, ce tissu conjonctivo-vasculaire, c'est l'épiplan, et qui est infiltré par ces structures glandulo-papillaires d'un carcinome papillaire séreux. Ici, vous avez donc une infiltration avec probablement donc une atteinte au pourtour des vaisseaux. Donc, si on veut résumer, les tumeurs bénignes sont souvent donc les cystadénofibromes ou les fibromes. On a aussi donc l'épithélium qui ne prolifère pas, qui est cuboïde. Il y a donc une ou deux cellules, pas plus. Ça ne doit pas dépasser les 3 cellules. Et vous n'avez pas d'invagination, vous n'avez pas d'infiltration. Vous avez une coque fibreuse qui est unie au multiloculaire, un contenu soit séreux filant clair sans nécrose, c'est le cystadénome séreux. Si ce liquide est épais et mucineux, c'est le cystadénome mucineux. Après, les tumeurs borderline, en fait, c'est une tumeur qui est entre la tumeur bénigne et la tumeur maligne. C'est-à-dire qu'elle prolifère, mais qu'elle ne prolifère pas assez. On peut avoir des atypies, mais elles ne sont pas importantes. Et on a une pluristratification, mais qui ne dépasse pas les 4 couches. Vous n'avez pas de nécrose ni d'hémorragie et vous n'avez jamais d'infiltration, donc de revêtement, donc de la limitante de l'épithélium, et vous n'avez pas donc d'éléments majeurs de malignité. Donc, ça reste cantonné à l'épithélium. Ça se passe donc en endophytique, si vous voulez. Donc, l'épithélium prolifère et émet de petites projections, ce qu'on appelle des touffes papillaires qui vont aller dans la lumière et ça reste toujours une tumeur donc borderline. C'est en fait la tumeur qui est située entre le bénin franc avec ses critères et le malin franc avec ses critères. Et plus, je vous ai dit, la tumeur est plus massive, plus il y a des chances qu'elle soit plutôt maligne.
Par contre, donc, c'est important de connaître les tumeurs bénignes, c'est simple, ça relève de la chirurgie simple. Lorsqu'on est devant une tumeur borderline, c'est souvent, ça touche les femmes jeunes. Et donc, c'est important de connaître ces lésions. S'il y a des invaginations, il ne faut pas les prendre pour de vraies infiltrations et qu'il faut faire le diagnostic et que la thérapeutique va être en fonction de votre résultat, c'est-à-dire une tumeur borderline, la sanction est différente de lorsqu'on est devant une tumeur maligne. Donc, la tumeur maligne, les tumeurs épithéliales obéissent à certains protocoles, des consensus de thérapeutique, donc soit une chimio néoadjuvante, c'est-à-dire avant toute chirurgie, ou bien une chirurgie après chimio, selon qu'on peut faire le geste ou pas. En première intention, et d'abord le but de ce geste, la chirurgie, c'est d'être radical, d'enlever toutes les lésions et être le maximum, donc laisser le minimum plutôt de reliquats, c'est-à-dire que c'est admis actuellement ne pas laisser un foyer plus de 2 cm, et donc pour se considérer comme étant carcinologique. Et pour quel cas, si on ne peut pas faire la chirurgie initiale et qu'on n'est pas sûr d'être carcinologique, c'est-à-dire de pouvoir enlever tous les foyers tumoraux, on va être donc obligé de faire une chimio première qui consiste à prendre 3 ou 4, donner à 3 ou 4 cures, ensuite évaluer par scanner et proposer la malade à la chirurgie. Donc, vous voyez, la sanction thérapeutique dans une tumeur maligne est différente d'une tumeur borderline. Ça survient dans les tumeurs borderline. Souvent, c'est des femmes jeunes, désireuses de grossesse. Et donc, il ne faut pas faire un diagnostic excessif, c'est-à-dire être excessif, c'est-à-dire faire l'hystérectomie totale, alors que la femme n'a pas encore fait le plein de grossesse. Et bien sûr, les tumeurs malignes, c'est toujours au moins une hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale, une omentectomie. Si on peut faire donc l'appendicectomie, surtout quand il s'agit d'une tumeur suspecte mucineuse, et bien sûr faire des biopsies étagées et convenir un curage selon le stade initial tumoral apprécié par les examens radiologiques, c'est-à-dire l'IRM et le scanner, mais surtout l'IRM. Maintenant, pour les tumeurs germinales, donc on a dit que c'était des tumeurs qui prenaient naissance à partir des ovocytes qui ponctuent le chorion, le stroma ovarien. Donc, c'est un ensemble de lésions qui sont développées à partir de ces cellules germinales primordiales. Ce sont des néoplasmes qui sont reconnus à croissance rapide. Bien qu'ils sont rares, ils représentent à peu près 1% de toutes les tumeurs ovariennes. Mais il y a une tumeur qui prédomine, ce sont les tératomes plutôt bénins. Et soit ils représentent donc 95%. Bien sûr, dans les formes donc elles sont fréquentes au cours des 2 premières décennies. Sachez qu'elles surviennent entre à l'adolescence ou un peu avant la puberté jusqu'à donc 20-25 ans. Donc, il ne faut pas passer à côté d'une tumeur germinale. Pourquoi? Surtout lorsque les tumeurs germinales sont malignes, elles sont très chimiosensibles. Donc, ne pas sanctionner la malade par un geste aussi abusif. C'est des personnes jeunes qui sont donc qui ont besoin donc d'une préserver leur fertilité. Le diagnostic est difficile dans les formes associées. Elles sont des fois mixtes ou complexes. Et le pronostic va dépendre du type histologique prédominant. Donc, c'est aux pathologistes de reconnaître ces contingents qui sont donc 1, 2 ou même 3 contingents dans une même tumeur germinale, surtout maligne. Elles sont agressives, je vous ai dit, mais elles sont curables car elles sont très chimiosensibles. Et la polychimiothérapie a fait que la survie était donc améliorée à 85%. Et ces tumeurs germinales, lorsqu'on a devant nous une femme jeune, donc célibataire souvent,
est désireuse de grossesse et on suspecte, donc il faut plutôt privilégier la tumeur germinale et à ce moment-là, donc faire toujours la biologie, les examens biologiques à la recherche donc, de marqueurs tumoraux spécifiques à ces tumeurs, c'est-à-dire le dosage de l'alpha-fétoprotéine, de LDH et d'autres marqueurs. Et pour ne pas donc passer à côté des bêta-HCG, par exemple, ne pas passer à côté si vous avez déjà un taux très élevé d'alpha-fétoprotéine en biologie, vous êtes déjà orienté vers une tumeur germinale et qu'il faut prouver par histologie. Donc maintenant, on fait des biopsies, donc scano ou éco-guidées, et ne pas sanctionner si la tumeur est petite. Elle peut très bien fondre sous chimiothérapie. Alors voilà, le diagnostic est fait par l'examen à la biologie, à l'examen clinique, l'âge, les renseignements, l'histoire de la maladie. L'imagerie est fondamentale, c'est-à-dire les coronaires qui vont mettre en évidence une énorme masse pelvienne. Le dosage, bien sûr, essentiellement de l'alpha-fétoprotéine et bêta-HCG, qui ont donc un intérêt diagnostique, pronostic et permettre le suivi de l'évolution de la maladie. Si vous avez à un certain moment la réélévation de ces marqueurs, vous êtes devant donc la reprise de la maladie, c'est-à-dire la récidive. Et bien sûr, le diagnostic histologique, mais aussi il faut avoir un profil immunohistochimique, d'autant plus que si on est devant une femme jeune, il faut penser donc à ces tumeurs germinales. Donc, voici les éléments biologiques qui peuvent faire à peu près nous orienter vers une tumeur germinale type donc TSE, c'est l'alpha-fétoprotéine qui est très élevé, le LDH dans le dysgerminome et le carcinome embryonnaire ou le choriocarcinome où on a surtout des taux élevés de bêta-HCG. Les facteurs pronostiques dans ces tumeurs germinales, c'est l'âge, donc c'est quand c'est plus de 22 ans, quand la taille dépasse les 10 cm et c'est surtout le type histologique. Bien sûr, si on est devant une tumeur germinale unitissulaire, c'est-à-dire un digerminome, le pronostic est différent que lorsqu'on est devant une tumeur mixte, c'est-à-dire digerminome TSE ou digerminome TSE et carcinome embryonnaire. Bien sûr, il faut grader les tératomes surtout immatures et bien sûr, le pronostic dépend aussi du résidu tumoral après chirurgie. Dans certains diagnostics différentiels se posent avec le carcinome à cellules claires et même certaines tumeurs du cordon sexuel. L'essentiel, c'est que c'est toujours donc la chirurgie, à chaque fois qu'elle est possible, il faut la faire. Et bien sûr, la chimiothérapie, plus ou moins une radiothérapie, mais ce n'est pas toujours donc indiqué. La radiothérapie n'a pas une grande place dans la pathologie tumorale ovarienne. L'évolution est très variable, je vous ai dit, et elle est fonction de tous ces éléments pronostiques. Voici un aspect d'une tumeur un peu bilobée. Elle était plutôt de grande taille. Vous avez regardé, c'est énorme. La surface est lisse, mais ici, vous avez donc une torsion de la masse parce qu'elle est très importante et elle va flotter dans la cavité, libre dans la cavité, et elle va donc se tordre et c'est elle qui va être donc source de complications. Si on va un peu plus près, on a fait la tranche de section, on a coupé. Regardez cette paroi qui est un peu fibreuse, mais ici, c'est un contenu jaunâtre avec un peu épais ici, friable, et ça fait du sébum qui est contenu dans cette masse. Voici une autre tumeur germinale qui est ici un locule de grande taille et avec une zone qui est un peu plus massive, polypoïde, et ces zones grisâtres qui correspondent donc à l'histologie à un tératome immature. Voici des aspects de tératome bénin pluritissulaire. Donc, le kyste dermoïde, c'est le tératome bénin unitissulaire. Et on peut avoir d'autres tissus qui s'associent, de l'os, voici des lamelles osseuses, du cartilage, de la graisse, et on peut avoir même de la glie sans que ça soit malin. Donc, c'est ce qu'on appelle le tératome pluritissulaire. Mais là, on peut avoir aussi un tératome avec ses foyers qui est représenté par un tissu nerveux
peu différenciées et c'est surtout ces structures qui vous paraissent glandulaires, mais en fait, c'est ce qu'on appelle les tubes neuroépithéliaux fortement basophiles qui rappellent les premiers stades ultimes de la différenciation donc nerveuse. Et c'est la fréquence de ces foyers qui vont être nécessaires pour grader le tératome immature, c'est-à-dire en grade 1, grade 2 ou grade 3 de Norris. Et selon ce grade, la sanction thérapeutique va être prise. Si vous avez un grade 1, ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup de foyers, que vous avez un ou moins d'un foyer à grossissement 40. Si vous avez plus de 2 ou 3, ou si vous avez à chaque champ, sur 10 champs, à chaque champ, vous avez un foyer qui montre ces tubes neuroépithéliaux avec ce fond cérébral peu différencié, vous êtes déjà dans le grade 3 de Norris. Voici d'autres aspects histologiques de la tumeur, des tumeurs germinales. Voici ici l'aspect labyrinthique, alvéolaire, microkystique et les noyaux qui bombent en clous de tapissier qui sont caractéristiques de la tumeur germinale appelée la tumeur du sinus endodermique. Ici, l'unité qui est particulière et caractéristique qu'il faut retrouver dans la tumeur, la TSE, c'est la vitéline. Oh, j'ai perdu le terme. Ça va me revenir. Là, c'est un digerminum avec des massifs et des cellules qui rappellent les premières cellules de la différenciation donc spermatocytaire et ces lobules sont séparés par un dense infiltrat monocellulaire, mononucléé plutôt. Ici, vous avez toujours l'image du tératome immature avec ces tubes neuroépithéliaux basophiles fortement donc colorés et qui sont mêlés à ce tissu cérébral peu différencié. La vésicule vitéline, voilà, qui est centrée par un axe un peu complexe. Et regardez ces cellules qui l'abordent et qui bondent l'épithélium. Donc, pour l'autre catégorie, donc la troisième catégorie des tumeurs ovariennes, c'est les tumeurs du mésenchyme et des cordons sexuels. Elles représentent à peu près 6% de l'ensemble. Elles comportent toujours une différenciation dans le sens ovarien, c'est-à-dire granulosa et stromale, ou bien testiculaire, c'est la tumeur de Sertoli-Leydig, qu'on appelle aussi androblastome. Les gynandroblastomes sont exceptionnels et c'est des tumeurs complexes qui peuvent associer et tumeur de la granulosa et tumeur de Sertoli, mais qu'il faut donc, avec certains marqueurs, mettre en évidence et en faire donc ce diagnostic. Souvent, donc, le profil immunohistochimique, il faut avoir les marqueurs épithéliaux qui doivent être négatifs dans ces tumeurs mésenchymateuses, et souvent, c'est la calrétinine et l'imidine qui sont marquées, et bien sûr, la réticuline, qui va être particulière lorsqu'il s'agit d'une granulosa et elle va être pas en monocellulaire, elle va donc marquer donc, les amas de cellules, alors que dans une tumeur, dans un fibrome, vous allez avoir une positivité unicellulaire. Voici l'aspect d'un fibrome, une TS avec une grosse masse et un aspect donc blanc jaunâtre, plutôt donc massif, un petit peu tourbillonnant, et vous avez ni remaniement hémorragique ni nécrose. Une autre tumeur donc bénigne qui est bien circonscrite mais de grosse taille et qui a ici un remaniement de type donc œdémateux très important qu'il faut donc prélever et rechercher s'il n'y a pas donc d'autres constituants, mais souvent ces tumeurs, lorsqu'elles sont de grande taille, elles peuvent donc être remaniées par des plages d'œdème ou de fibrose selon donc les cas.
voilà une autre grosse masse tumorale. Et regardez cette tranche de section qui est blanche jaunâtre caractéristique avec cette zone largement kystisée. Mais en fait, c'est une zone de kystisation. C'est un remaniement qui existe. Ce n'est pas de la malignité et c'est typique donc d'un fibrotécome. La fibrotécome qui est une tumeur qui fait partie de celle du mésenchyme et des cordons sexuels. Donc, comme type donc, de description, on a dit que les tumeurs qui avaient plutôt dans le sens granulosa. La granulosa est une tumeur qui peut être sécrétante et elle sera responsable d'une hyperœstrogénie relative. Elle peut même être à l'origine de certains myomes ou bien elle ne peut ne pas être sécrétante, donc dans 25%, mais dans 75%, elle est sécrétante. Donc, on peut avoir le dosage en biologie par l'inhibine B. Donc, l'inhibine B est élevé, ça peut nous orienter vers donc, ce contexte de tumeur de la granulosa sécrétante. Elle peut être unilatérale, souvent, et elle peut être aussi volumineuse, comme elle peut avoir des tailles très variables, mais elle peut être aussi de grande taille. Dans les 2/3 des cas, elle survient chez la femme après la ménopause. Et on a toujours donc la variante adulte qui est toujours maligne, mais à malignité limitée, locale. Elle a une évolution très lente, mais elle peut être dotée de récidives qui surviennent tant d'années après l'évolution de la maladie, donc après l'exérèse. Donc, c'est des tumeurs, si vous voulez, à malignité locale, et on a surtout les éléments qui permettent donc de juger de sa malignité réelle. C'est non seulement la mauvaise limitation, c'est-à-dire la rupture de la capsule, la taille et la présence essentiellement de mitose. Le pronostic, bien sûr, de ces granulosas va dépendre du stade clinique. Si vous avez un stade T2 ou T3, c'est-à-dire que la tumeur est déjà étendue, alors que souvent, c'est le stade 1. Et c'est plus ou moins la taille, et c'est surtout la rupture capsulaire. Donc, tout ça s'apprécie en clinique d'abord, l'imagerie, et surtout en macroscopie et microscopie. Après, vous avez l'architecture qui est caractéristique. C'est un aspect microfolliculaire, moiré, trabéculo-cordonal, et les noyaux sont rainurés, c'est-à-dire qu'ils ont une incision centrale qui va, on a l'impression qu'elle a donné, le noyau, elle lui a donné un aspect en grain de café. Et ces tumeurs peuvent survenir, donc souvent elles sont fréquentes chez la femme adulte après la ménopause, bien qu'elles peuvent survenir un peu avant, péri ou un peu avant, mais dans 5% des cas, elles peuvent survenir avant la puberté. C'est ce qu'on appelle la granulosa juvénile. La différence entre la granulosa juvénile et la granulosa adulte, c'est que dans la granulosa adulte, il y a très peu de pléomorphisme et il n'y a pas pratiquement de mitose, alors que dans la tumeur, la granulosa juvénile, elle est marquée justement par son pléomorphisme cytonucléaire et les rainures, on a du mal donc à les retrouver. Donc les rainures sont particulières dans la granulosa adulte et très peu de pléomorphisme, très peu de mitose, alors qu'ici, il y a un pléomorphisme assez marqué et les rainures pratiquement sont manquantes. Et bien sûr, ces granulosas juvéniles ont un pronostic très favorable et souvent, les malades guérissent de leurs lésions. Contrairement donc à les tumeurs donc, qui vont vers le type donc, testicule, donc tumeur de Sertoli Leydig ou androblastome, elles sont constituées plutôt de cellules de Sertoli Leydig à différenciation variable. Et donc, plus on a la différenciation Sertoli et Leydig, plus on est donc dans le bon stade, ou bien on peut l'appeler donc androblastome bien différencié. Oui? Vous n'entendez pas? Zéro pour 0. Vous n'entendez On pas? vous entend, docteur. Ah, très bien. Si, Alors, si. donc 0,1% de l'ensemble de ces tumeurs ovariennes. Donc, c'est très peu donc, de granulosa par rapport aux autres tumeurs. Vous avez vu que par excellence, c'est les tumeurs épithéliales et qui prennent donc le dessus. Elles sont souvent unilatérales, donc 98%. Et la taille, je vous ai dit, elle est très variable, que ce soit donc des tumeurs épithéliales ou même des cordons sexuels ou
comme les tumeurs germinales. Le pronostic de ces androblastomes, il est corrélé au stade clinique, surtout le bon stade, c'est-à-dire le stade 1 et le meilleur pronostic. Et je vous ai dit au degré de différenciation. Plus l'androblastome est bien différencié et qu'on a réellement la contingent sertoli-Leydig, plus la tumeur est de bon pronostic. Voici un aspect de granulosa adulte. Regardez ces follicules qui sont bordés par ces cellules un petit peu triangulaires, assez monomorphes, et cette petite zone cet aspect microfolliculaire, c'est ce qu'on appelle les corps de Kohl-Exner. C'est typique de la granulosa adulte, même si on peut les retrouver dans la granulosa juvénile, mais c'est assez caractéristique de la granulosa adulte, c'est les corps de Kohl-Exner. Après, on a dit que l'aspect peut être macro, microfolliculaire, macro, c'est-à-dire que vous avez de grandes zones kystiques et qui sont bordées par ce revêtement, donc cet épithélium qui a pris naissance, cette tumeur qui a pris naissance à partir des cellules de la tête externe. On peut avoir aussi l'aspect moiré, donc c'est variable comme des nuages ou quelque chose qui est donc moiré, et c'est surtout les corps de Kohl-Exner qui sont caractéristiques. Donc, ces tumeurs des cordons sexuels, donc c'est les tumeurs de la granulosa, donc les tumeurs fibrothécales, donc vous avez vu la tumeur, la masse qu'on a montrée et qui était très grosse, et à la coupe, c'était l'aspect fibrojaunâtre, et c'est fait par des cellules fibreuses et à laquelle sont mêlées ces cellules thécales. L'androblastome, qui peut être une tumeur virilisante, avec des cellules, donc les tumeurs aussi de Sertoli et de Leydig, et les tumeurs de gynandroblastome, qui sont des tumeurs mixtes, c'est-à-dire la granulosa, la cellule de Sertoli, au sein de plaques donc sarcomatoïdes. Heureusement, donc c'est des tumeurs assez rares. Donc dans les tumeurs donc germinales, on a parlé des plus fréquentes, c'est les tératomes, ils sont les plus fréquents. Souvent, ils sont bénins. Ils sont monotissulaires, c'est essentiellement le kyste dermoïde. C'est quoi le kyste dermoïde? Vous avez une masse avec un revêtement. Quand on coupe, on peut retrouver donc le revêtement qui est tapissé par un épithélium de type malpigien, et le contenu est fait de sébum, de poils. On peut retrouver tous les constituants du revêtement, mais androblast, non. Le revêtement sur lequel ça donne donc les phanères, donc la peau et les annexes, c'est-à-dire on peut retrouver les dents, les cheveux, on peut retrouver donc un tissu, donc des glandes sébacées, des glandes qui constituent une vraie peau. On peut avoir de la kératine. Donc tout ça caractérise le kyste dermoïde bénin unitissulaire, c'est-à-dire qu'il y a un seul contingent, et tous les descendants de ces lésions, donc de ces éléments qui sont retrouvés, ont une origine ectoblastique, c'est-à-dire peau et autres. On peut avoir aussi un autre tératome bénin qui est monotissulaire, mais qui est fait essentiellement d'un tissu thyroïdien, c'est-à-dire c'est la glande, c'est un tissu thyroïdien qui est normalement en situation, si vous voulez, ectopique. Donc, c'est ce qu'on appelle le goitre ovarien. Il faut retrouver que du tissu thyroïdien pour en faire un goitre ovarien. Il ne faut pas avoir multiplié les coupes pour ne pas passer à côté d'un tératome, même s'il est bénin, il est pluritissulaire. Donc, c'est important de signaler ça. On peut aussi avoir un autre tumeur, un tératome bénin, et qu'on appelle le strumie-ovarie, c'est-à-dire que c'est une tumeur neuroendocrine qui est de siège ovarien. Après, on peut avoir des tératomes pluritissulaires. On peut avoir donc tous les tissus possibles et imaginables que vous allez retrouver, et ils auront donc une origine, des tissus qui ont une origine ectoblastique, mésoblastique ou
épiblastiques, donc des vaisseaux, des lymphatiques, de la peau, du tissu adipeux, des globules cartilagineux, des lamelles osseuses, on peut avoir de la glie, et donc tous ces tissus, ce qui est essentiel, on peut avoir même des tissus de l'œil, de la choroïde, on peut avoir aussi des fois même de la rétine et un plexus choroïde. L'important, c'est de multiplier les prélèvements pour ne pas passer à côté d'un foyer immature. Donc, on l'appelle immature lorsqu'on a donc que le contingent neuroectodermique avec ses tubes neuroépithéliaux et ce fond nerveux peu différencié. Donc, si on a parlé de toutes les tumeurs initialement plutôt primitives, donc les tumeurs épithéliales, germinales et mésenchymateuses et du cordon sexuel, elles sont souvent donc primitives ovariennes. On a un pourcentage de tumeurs secondaires et qui représentent à peu près 6 à 10% de la pathologie tumorale, c'est-à-dire vous avez l'ovaire est connu par son tropisme et donc il y a beaucoup de tumeurs qui viennent métastasier dans l'ovaire, le sein par exemple, l'estomac, et donc ça constitue des tumeurs secondaires. La tumeur la plus connue, c'est la tumeur de Kremberg et c'est une métastase diffuse d'origine digestive, donc gastrique. Elle peut donc être révélatrice quand elle peut être synchrone ou métachrone, c'est-à-dire c'est la méta dans l'ovaire qui nous fait découvrir le foyer gastrique méconnu. Et souvent, donc, c'est une tumeur à cellules isolées qu'on appelle la cellule en bague à chaton. Elle est de très mauvais pronostic. Elle survient à un âge jeune, entre 28 et 45 ans. Et donc, il faut à tout prix rechercher le foyer initial qui est gastrique, qui n'a pas été jusque-là mais reconnu. On a d'autres tumeurs comme le carcinome du sein qui, après une longue évolution, peut métastasier dans l'ovaire, dans la région hilaire et peut donner donc un aspect de nodule hilaire. Et bien sûr, toujours garder à l'esprit que même si un cancer du sein est guéri, il faut toujours garder ou avoir la hantise d'une éventuelle métastase ovarienne. Donc, c'est important d'avoir les renseignements, l'histoire de la maladie de la patiente et qu'il faut donc savoir que si elle est sujette à ces métastases, et c'est assez fréquent, donc ça peut survenir dans les 2 à 5 ans d'évolution et même peut-être 10 ou plus. Mais souvent, dans les 5 premières années où l'ovaire peut être le siège de cette métastase d'origine mammaire. Donc, pour la tumeur de Krückenberg, il faut toujours faire les cytokératines, donc 7, 20, et la CK7 doit être positive, la CK20 doit être positive lorsque l'origine est donc d'origine gastrique. Alors que l'ovaire, la tumeur épithéliale ovarienne, même si elle n'est pas bien différenciée, elle va prendre la cytokératine 7 et elle sera négative pour la cytokératine 20. Sauf pour les tumeurs mucineuses où les 2 cytokératines peuvent être positives. Et à ce moment-là, il faut éliminer donc l'estomac et il faut éliminer l'appendice, donc l'origine connue. Quand on est devant une tumeur mucineuse, on a le droit d'avoir la positivité de la CK7 et la CK20. Alors que si on est devant une tumeur gastrique, d'origine gastrique, comme la Krückenberg, la CK7 doit être positive avec la CK20. Et à ce moment-là, ce n'est pas un mucineux, c'est une tumeur d'origine gastrique. Après, on peut faire aussi d'autres marqueurs comme le CDX2. C'est selon la différenciation de cette métastase. Quand il s'agit d'une origine mammaire ou on suspecte l'origine mammaire, d'autant plus qu'on a une notion de néoplasie antérieure du sein, il faut toujours, bien sûr, même si la morphologie nous fait évoquer le sein, il faut toujours faire de l'immunohistochimie, c'est-à-dire prouver que c'est métastatique d'origine mammaire. Donc, il faut faire on peut faire la cytokératine 7 et 20.
c'est le même profil que l'ovaire et le sein. Donc, il y a d'autres marqueurs qu'il faut avoir. C'est la GATA3 qui est plus spécifique donc, pour le sein. Il faut faire donc GCFP15 et mammaglobine qui, bien sûr, seront positifs quand c'est une origine mammaire. Il faut faire aussi les récepteurs hormonaux et qui sont positifs dans le sein et bien sûr pas dans toutes les tumeurs ovariennes. Docteur, oui. Docteur, s'il vous plaît, la cytokératine, c'est un marqueur tumoral d'origine épithéliale ou d'origine germinale? Non, Pour, c'est pour les tumeurs épithéliales. La cytokératine, on l'a fait pour faire la preuve qu'il s'agit d'une tumeur épithéliale. D'accord. Dans le cas du tumeur du Krukenberg, donc... Non, dans la tumeur de Krukenberg, en général, le Krukenberg est d'origine digestive, d'accord? Et donc, quand on fait les cytokératines, 7 et 20, elles sont positives. Quand on a une autre tumeur épithéliale dans l'ovaire, primitive de l'ovaire, c'est surtout la CK7 qui est positive et pas la 20. D'accord? Merci. Oui. Par contre, lorsqu'on a un sein, le sein a le même profil que l'ovaire, c'est-à-dire il est CK7+. Donc, si vous faites que la CK7 et la CK20, vous n'avez pas réglé le problème. C'est-à-dire que vous faites d'autres marqueurs qui sont plus spécifiques à l'ovaire ou au sein. D'accord? Puisque la malade peut faire en même temps, après quelques années d'évolution, elle peut faire aussi sa tumeur ovarienne qui peut ressembler au sein. Mais il faut faire certains marqueurs, par exemple le WT1, le PAX8, la cytokératine 7 sont positifs dans l'ovaire. Quand vous avez une origine mammaire suspectée, vous pouvez faire la CK7, mais ce n'est pas obligatoire. Ce qu'il faut faire, c'est mammaglobine, GCDF-P15 et les récepteurs hormonaux. Et GATA3, bien sûr. D'accord? Après, si vous avez le contexte, si vous avez tous ces aspects, vous allez pencher soit vers une métastase d'origine mammaire, soit c'est une tumeur d'origine primitive ovarienne qui s'est développée dans l'ovaire en dehors de son contexte mammaire. Est-ce que vous avez saisi? D'accord? Donc, la tumeur ovarienne peut être donc le lieu de métastases diverses. Il n'y a pas que l'estomac, mais c'est plus fréquent. Merci. Il y a aussi le sein, mais il y a d'autres organes qui peuvent métastasier dans l'ovaire, comme la vésicule biliaire, les tumeurs pancréatiques, mais elles sont plus rares. On a aussi des greffes superficielles qu'on appelle carcinose pelvienne. Et à ce moment-là, cette carcinose peut être, en général, c'est l'ovaire qui a l'apanage de la pathologie donc, pelvienne, mais on a aussi des greffes superficielles d'une autre origine, qui peut être aussi mammaire ou gastrique. Mais dans ce contexte, on peut avoir donc des greffes, c'est-à-dire c'est l'implantation sur tout le méso de foyers tumoraux. On a ici aussi des tumeurs hautement malignes germinales, comme donc on a dit le séminome qui est considéré comme être de bon pronostic. C'est surtout la tumeur du sinus endodermique qui est assez qui a un pronostic quand même assez réservé, et le choriocarcinome non gravidique. Il faut savoir qu'il existe le choriocarcinome d'origine gravidique, plutôt non gravidique, qui est considéré comme une tumeur germinale. Et il peut survenir chez une fillette ou une femme jeune, c'est-à-dire aux alentours de 15 ans, 18 ans. Et à ce moment-là, on considère que c'est une tumeur germinale maligne, hautement maligne, mais non gravidique, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec une grossesse, puisque le choriocarcinome peut survenir chez une femme en activité génitale, mais après une mauvaise évolution d'une grossesse arrêtée qui n'a pas été bien curetée, donc on a laissé du trophoblaste et des virus qui ont proliféré, qui ont donné le choriocarcinome. Et à ce moment-là, ce choriocarcinome est lié à la grossesse, à une grossesse qui a été donc
comment dire, qui est arrêtée, la grossesse est arrêtée, mais qui a mal évolué. Et quelques temps après, on peut avoir donc un choriocarcinome et des fois, c'est révélé par une métastase pulmonaire. Savoir que le choriocarcinome est très lymphophile, plutôt angiophile, donc il va donner des métastases par les vaisseaux qui sont très, très fréquentes. Donc, la tumeur du sinus endodermique aussi, elle est assez donc, de pronostic donc, réservé, même si elles répondent à la chimiothérapie, mais celle qui répond mieux, c'est le séminome. Et on peut avoir l'intrication d'une tumeur hautement maligne germinale, de foyer séminome, polyembryome, sinus endodermique et choriocarcinome. Et le pronostic est très, très réservé. Voilà donc une image d'une tumeur pleine, friable, bilatérale. Donc ici, un petit foyer tumoral, un nodule. Ici, c'est un aspect polylobé qui a envahi tout l'ovaire. Voici un aspect de métastase ovarienne. Regardez ce qu'on appelle ici les cellules en bague à chaton. En fait, c'est ces cellules claires qui ont un noyau comment dire, excentré, c'est-à-dire le cytoplasme est tellement abondant par une mucosécrétion qui va vous refouler le noyau en surface, en périphérie, ça vous donne l'aspect comme une bague. Donc, la bague avec ce qui est sur la bague, et c'est pour ça qu'on appelle tumeur à cellules en bague à chaton, puisqu'il y a ces cellules gorgées de mucine et qui ont refoulé tout le noyau vers la périphérie. Et ici, on peut avoir donc cette tumeur peu différenciée. Ici, c'est aussi une tumeur peu différenciée, mais d'origine plutôt digestive. La CO peut être positive ou le CA 125. Donc, lorsqu'on a une image, une suspicion d'origine, par exemple, biliopancréatique, on fait plutôt la CE et le CA 19,9. Par contre, si on a par exemple, la suspicion de côlon, d'origine colique, c'est surtout la cytokératine 7 qui doit être négative et la cytokératine 20 qui doit être positive. Et il faut faire donc un CDX2 qui est positif dans le côlon et très peu positif ou même négatif lorsque c'est une origine ovarienne primitive. Oui? Vous avez des questions? On continue? Voilà une autre localisation ovarienne d'un carcinome mammaire apparemment. Et vous allez voir dans le cours du sein, la pathologie, le type histologique en deuxième position qui est fréquent dans le sein, c'est le carcinome lobulaire. Et vous avez regardé les travées en file indienne qui n'expriment pas la CK20 et qui expriment la CK7. Regardez les cellules qui sont isolées, non jointives, et massive et qui infiltre l'ovaire et donc rechercher une origine mammaire. Donc, pour terminer, donc on a fait un petit peu le tour de la question. La pathologie donc, ovarienne bénigne est fréquente. Les tumeurs borderline nécessitent une précision diagnostique pour une meilleure prise en charge et toute la thérapeutique qui suit, donc la chirurgie, va être une sanction lourde si vous, donc, vous donnez un excès ou un défaut. Donc, si vous sanctionnez la malade par un geste lourd, vous allez donc entraver sa fertilité, d'autant plus que c'est des tumeurs qui surviennent chez des femmes jeunes. Les tumeurs malignes sont peu fréquentes, mais le diagnostic doit quand même être le plus précis, donc donner le type histologique et on doit type histologique et bien sûr pourquoi? Parce que c'est en fonction de cette variante histologique que la réponse à la chimio sera variable. Par exemple, dans les tumeurs à cellules claires, elles sont de plus mauvais pronostics que les tumeurs séreuses. Et donc, certaines tumeurs séreuses, par exemple, expriment les récepteurs hormonaux. Donc, si elles sont de bas grade, il faut donc les mettre sous hormonothérapie. Donc, le diagnostic doit être précis. Lorsqu'on est devant une tumeur mucineuse maligne, il faut éliminer, elles sont
peu fréquents dans l'ovaire, les sont rares, il faut toujours chercher une origine secondaire, c'est-à-dire est-ce qu'on n'a pas une origine d'ordre appendiculaire ou gastrique, ou bien sûr un adénocarcinome mucoïde du côlon. Donc, lorsqu'on a une tumeur de type mucineuse, il faut toujours rechercher et donc examiner correctement l'appendice et si on n'est pas donc devant une métastase, puisqu'un petit appendice peut donc essaimer, donc nous donner une tumeur importante ovarienne. Donc, elles sont souvent chimiosensibles et je vous ai dit dès le début que la radiothérapie n'a pas une grande place. Pour les tumeurs donc germinales, il faut savoir qu'il y a des tumeurs germinales qui sont donc malignes comme le séminome, la TSE, le carcinome embryonnaire et le choriocarcinome non gravidique. Il y a d'autres tumeurs non digerminales qui sont donc non, c'est les tératomes qui sont donc soit souvent c'est des tératomes bénins, peut-être unis ou bilatéral. Il peut avoir des tailles variables. Il peut être donc monotissulaire. Il peut être pluritissulaire. Il peut être immature selon le contingent immature qui existe, c'est-à-dire l'importance des foyers neuroectodermiques qui sont retrouvés à chaque champ et dans ce grade de nourrice et la thérapeutique va être en fonction de ce grade. Bien sûr, ces tératomes immatures surviennent aussi souvent chez les femmes jeunes, donc il faut toujours penser à la tumeur germinale, mais aussi à ces tératomes immatures et même certaines tumeurs de stroma et de cordon sexuel comme l'androblastome qui est beaucoup plus fréquent chez la femme, l'adulte jeune, c'est-à-dire avant la ménopause, vers un peu avant la quarantaine. La granulosa qui est plutôt une tumeur qui survient en post-ménopause et elle est souvent donc elle est de type adulte. Elle est caractérisée par cet aspect microfolliculaire et en aspect moiré, aspect trabeculo-cordonal et avec un aspect particulier du noyau qui est rainuré, qui est une incisure centrale verticale qui donne un aspect de noyau incissuré en grains typiques qu'on appelle en grains de café. Et retenir bien sûr que malgré donc, les tumeurs primaires primitives sont fréquentes, il y a une place à la pathologie secondaire, c'est-à-dire les métastases, pour ne pas passer à côté d'un Krugenberg, qui est la tumeur la plus fréquente d'origine gastrique, qui a un profil CK7, CK20+, et qui est peu différencié de très mauvais pronostics et qui survient chez des femmes assez jeunes. Le sein qui a aussi un tropisme pour le stroma, donc pour l'ovaire, il y a aussi donc d'autres origines comme la vésicule biliaire, le pancréas ou même autres beaucoup plus rares. Donc je vais terminer donc par une illustration d'un travaux dirigés pour vous